pourquoi aujourd'hui c'est un enjeu business de savoir discerner un lapin d'un lièvre. Alors, juste une chose, c'est que là, vous allez avoir droit à une avant-première. C'est-à-dire que normalement, cette session, on était censé la présenter uniquement la semaine prochaine, au salon Big Data. Tout à fait. Donc, c'est une première pour vous, donc soyez heureux. Merci. Et soyez indulgents. C'était ça que je voulais dire. Par contre, du coup, comme on n'a pas vraiment eu le temps de répéter, et comme on se promène toujours avec un tight timer sur nous, je vais juste mettre on va faire 30 minutes max. Oui, tout à fait. Et n'hésitez pas à nous poser plein de questions à la fin. Voilà, on rentre dans le sujet ? Voilà, donc je vais commencer par une petite histoire. Donc c'est l'histoire de Stéphane et Stéphanie qui veulent aujourd'hui acheter un appartement. Et qui se disent il faut absolument qu'on appelle un promoteur immobilier pour nous trouver un appartement. Donc aujourd'hui, Stéphane s'est réveillé, il était de mauvais poil. Stéphanie, elle, était en retard à son travail, mais quand même il fallait qu'elle appelle. Donc elle a appelé. Et elle a eu cette conversation donc avec un commercial pour une annonce sur un appartement. Et cette conversation a duré un certain temps et elle était agacée parce que elle voyait le temps passer, elle était en retard. En même temps, l'annonce de l'appartement la tentait bien, mais c'était un peu loin. Et puis en termes de disponibilité, son agenda est assez full en ce moment, donc c'est pas facile. Bref, elle a quand même réussi à prendre un rendez-vous. Et ce rendez-vous est néanmoins dans assez longtemps, mais elle espère pouvoir y aller. Et de l'autre côté, en face, on a Benoît, qui est donc commercial chez ce promoteur immobilier, qui essaye tant bien que mal d'attraper ce rendez-vous, d'avoir ce rendez-vous avec le plus de clients possible. D'ailleurs, c'est son objectif dans la journée. Mais il sait bien que, au final, il va avoir 30% de lapins. Pas très drôle quand même. 30% de lapins, ça veut dire 30% des créneaux qui vont rester vides. Alors certes, il va pouvoir un petit peu aller prendre un petit café, discuter avec sa collègue, mais en termes de part variable, à la fin du mois, ça fait un peu mal. Alors, il se trouve que, par ailleurs, le PDG de ce grand groupe immobilier connaît bien Open. Et s'est dit, moi, il faut quand même que j'attrape la vague du digital, mais surtout la vague de la data et du big data et de l'intelligence artificielle. Et je sais que je suis à la tête d'une montagne de données. Parce que effectivement, comme toute boîte, finalement, on possède un grand nombre de données sur des clients, des usages, des comportements, des enregistrements téléphoniques, des vidéos, des logs de serveurs, bref. Alors il se dit je vais aller voir Open, et puis je vais aussi lui parler à Open de cette problématique que j'ai autour de la data. Qu'est-ce que je peux faire de mes données ? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là ? Et à quelle porte est-ce que l'on toque ? On peut justement toquer à la porte du FastLab Open et engager plusieurs phases. Oui. Et je pense que c'est ça que vous avez fait. Tout à fait. Vous avez commencé par les premières phases qui sont Imagine et Shape. Tout à fait. Alors, peut-être un détail sur les phases Imagine et Shape. Donc, l'idée, cette personne arrive, nous parle de sa problématique. Et alors, ce qu'on lui dit, c'est OK, très bien. On va organiser une journée avec. Alors, c'est un casting très particulier. Cette journée, il faut qu'il y ait des utilisateurs finaux. C'est eux les stars de la journée. Pourquoi pas des responsables SI ? Pourquoi pas des commerciaux, des clients ? Et donc, en l'occurrence. Pour ce groupe immobilier, c'est ce qui a été le cas. Et donc, nous avons eu, alors laissez-moi me souvenir des prénoms, ce Benoît, qui était responsable commercial, qui a participé à cette journée d'Imagine. Et la journée d'Imagine, le principe, c'est qu'on arrive et on ne sait pas avec quoi on va repartir le soir en termes de cas d'usage de la donnée. Parce que c'est comme ça qu'on appelle ça, en tout cas de nos jours. C'est les cas d'usage de la donnée. Qu'est-ce qu'on peut faire des données ?
Alors, bon, cette journée se découpe en plusieurs ateliers. Pour ceux qui veulent en avoir un aperçu, d'ailleurs, il y a, vous verrez, en haut des escaliers du salon, il y a un Fast Lab éphémère. Dans lequel vous pourrez nous voir en pleine action d'Imagine et de Shape. Je vais aussi détailler ce que c'est que le Shape. Et donc, à la fin de la journée, c'est une journée d'idéation. L'objectif, ça va être de recenser déjà tout cet empire de la donnée qu'on a dans son entreprise. Et ensuite, sur la base, je vous raconte ça un petit peu rapidement pour ne pas révéler tout ce qui sera dit dans le Fast Lab pour ceux qui viendront. Mais à la fin de la journée, on repart avec une liste priorisée en termes de valeur métier et de faisabilité technique, une liste priorisée d'utilisation intelligente, innovante de la donnée. L'objectif étant de sortir des nouveaux services ou bien d'optimiser ses coûts opérationnels, par exemple, etc. Alors là, ce Benoît, qui était lors de cette journée, a eu une super idée. Il a dit, moi, j'en ai marre d'avoir des lapins quand même. J'aimerais bien avoir une meilleure part variable à la fin. Alors il a dit ça. Vous pourriez pas prédire si un appel téléphonique va donner lieu à un lapin ou pas? Alors ça paraît fou comme ça. Mais du coup, c'est ce qu'on a fait. Alors on est passé dans une seconde phase, qui est une phase de shape. Voilà, alors le shape en data science, parce que là, c'est ce sujet qui a retenu toute l'attention du promoteur immobilier finalement. Le shape en data science a aussi une structuration très particulière. Il y a plusieurs étapes. Il y a notamment une étape où il faut mettre la main sur les données. Ça paraît bête, mais c'est pas si facile que ça. Il faut déjà aller identifier la personne qui est propriétaire des données, souvent négocier avec elle le fait de pouvoir récupérer les données, notamment après qu'elle ait fait un travail d'anonymisation de ces données, parce qu'évidemment, on a le souci de la confidentialité. Puis ensuite, on passe dans une phase d'analyse exploratoire. Alors ça, c'est une phase toute particulière aux data scientists qui vont plonger dans la donnée, regarder si elle est exploitable, regarder sa qualité, regarder si finalement il n'y a pas 90% de zéro, par exemple, ce qui serait vraiment dommage, ou de colonnes non remplies, ou de lettres là où il devrait y avoir des chiffres, etc. Et donc sur cette base-là, le data scientist va nettoyer la donnée. Donc nettoyer la donnée, c'est faire en sorte de pouvoir, même parfois il peut prédire reconstruire un set de données virtuelles, parce que les data scientists savent faire ça. Voilà, dans ce cadre-là, on a fait donc l'analyse exploratoire et on a réussi donc à mettre la main sur un ensemble assez conséquent, plusieurs milliers de conversations téléphoniques de commerciaux qui prennent un rendez-vous pour faire visiter un appartement. Alors, est-ce que vous avez une idée, je ne sais pas si les gens peuvent interagir dans la salle, des facteurs qui vont faire qu'un rendez-vous va être honoré? Quelqu'un se lance? Très bonne remarque. Pardon? La grève des transports en commun. Oui. Oui. Très bien. Oui. Ok. Ok, bon, c'est pas mal. Alors, d'autres suggestions? Ok. Pardon? L'intonation, d'accord. L'analyse de sentiments, oui. Pardon? Vous voulez dire, d'accord, quel commercial? Oui, intéressant. Tout à fait. D'accord.
Ok, ça se ressemble. Ok. D'accord. Ok, très bien. C'est très intéressant. On a fait ce travail, effectivement. Donc, alors, d'un point de vue technique, je raconte rapidement comment ça s'est passé. On a récupéré les enregistrements téléphoniques et il y a eu 3 phases. Donc, la première phase est une phase de speech to text. Donc, dans cette phase-là, on a dû transformer, donc comme vous pouvez imaginer, ces conversations, donc l'aspect vocal, en un texte. Et dans cette phase-là, on a dû aussi savoir discerner qui disait quoi. C'est-à-dire que ça s'appelle la diarisation, c'est-à-dire être capable de dire là, c'est le commercial qui parle, là, c'est le client qui parle. Donc ça, c'est une première phase. La deuxième phase, c'était une phase de feature engineering. Donc dans cette phase-là, on rentre les données textuelles dans des algorithmes savants que je ne détaillerai pas, de feature engineering, qui sont capables de déterminer en fait quels vont être les facteurs influençants. Donc dans cette phase-là, par exemple, on va étudier les occurrences. Pour préparer cette phase-là, on va étudier les occurrences de mots, donc le vocabulaire. Donc effectivement, on s'est dit que potentiellement, ce qu'on appelle une analyse de sentiment pouvait nous aider à identifier si le rendez-vous va être un lapin ou pas. Il y a une phase aussi de compréhension de la structure de la conversation. C'est-à-dire, est-ce que la conversation tourne la plupart du temps sur l'introduction, le bonjour, ou bien la phase de prise de rendez-vous, ou bien ensuite le merci beaucoup, au revoir et le tralali la l'air. Voilà, donc ça, en fonction du poids de chaque partie de la conversation, on se demandait aussi comment ce facteur-là pouvait influencer sur le fait d'honorer le rendez-vous. Et puis on a aussi donc l'analyse du vocabulaire. Est-ce qu'il est positif, négatif, ainsi que tous les paramètres liés à l'appel en tant que tel. Donc là aussi, vous avez cité ce type de paramètres, par exemple la durée de l'appel, le moment dans la journée où est fait l'appel, ainsi que effectivement aussi tous les critères autour du rendez-vous. Donc la date du rendez-vous, l'heure dans la journée, le temps entre l'appel et le rendez-vous. On a regardé aussi des paramètres comme la distance entre le lieu de travail ou d'habitation de la personne et le nouveau rendez-vous, etc. Donc à l'issue de cette phase-là, une troisième phase est la modélisation, qui va nous permettre justement de calculer à l'aide de plusieurs algorithmes de type stacking, pour ceux qui connaissent notamment, ou leave one out aussi, qui vont nous permettre de calculer quels sont les facteurs qui pèsent le plus dans le fait d'honorer ce rendez-vous ou pas. Voilà. Alors, à la sortie de ça, c'est pas évident de voir comment on utilise ça, mais on le voit au cours de la phase d'après. Exactement. Qui s'appelle le make. Tout à fait. Le make, quelques principes sur le make. On n'a pas parlé de durée, mais la phase d'imagination, c'est sur une journée. Et la phase de shape, c'est passé sur... Une semaine. Une semaine. Après, ce qu'on a fait, c'est qu'on est rentré en phase de make. En phase de make, c'est quoi? C'est en fait 6 semaines de sprint. Alors en général, ce sont des sprints. Là, ce qu'on a fait, c'est des sprints de 2 semaines. Oui, tout à fait. Il y a eu 3 sprints de 2 semaines pour justement traiter tout ce qui avait été fait dans les phases précédentes. Oui. On constitue une pizza team. Alors en fonction, dans ce cas-là précis, on n'avait pas beaucoup d'UX UI à l'intérieur, mais par contre sur tous les projets qu'on peut faire comme ça, la pizza team globalement elle est constituée d'un PO proxy, d'un Scrum Master, de l'UX UI, de techniciens bien évidemment, de data scientists ou de développeurs, de pilotage pour pouvoir faire l'ensemble, et c'est l'ensemble de ces phases sous un mode complètement agile. Alors c'est plutôt ce qu'on appelle du Kanban Scrum, puisqu'on fait du Kanban plutôt que du Scrum complet, qui permet après d'aboutir
aux conclusions que tu vas nous donner après, puisque c'était ça l'objectif. Donc en fait la promesse, et tu vas nous dire si elle a été rendue, mais la promesse en tout cas quand on rentre dans le make comme ça, et globalement dans le Fast Lab, c'est qu'en 13 semaines, il y ait un MVP qui puisse sortir globalement. Donc ces 13 semaines se sont passées, quel a été le résultat ? Alors le résultat, effectivement, c'est que là où notre pauvre commercial avait 30% de ses créneaux libres, on a réussi à prédire un certain nombre de lapins. Et donc, il ne s'est retrouvé plus qu'avec 15% de créneaux libres. Alors comment ça marche ? Alors ce qu'on s'est dit déjà, c'est que dès qu'à l'issue d'une conversation téléphonique, on avait une probabilité de 30% d'un lapin, on se disait, ok, sur ce rendez-vous-là, en fait, on va en caler 2. Parce qu'aujourd'hui, finalement, il y a des sociétés qui font du surbooking. Les sociétés, par exemple, les compagnies aériennes font ce genre de choses. Mais là où nous, on avait un avantage par rapport aux compagnies aériennes, c'est qu'effectivement, on avait une matière en entrée qui est cette conversation téléphonique. Et donc, on s'est dit, on va faire du surbooking. Alors le surbooking, ça amène des contents, mais ça amène aussi des mécontents, c'est sûr. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'intelligence artificielle, puisque finalement là c'était une sorte d'algorithme d'intelligence artificielle qu'on a développé, ça amène des bonnes choses, puisqu'effectivement ce commercial et puis cette entreprise s'est retrouvé à optimiser ses coûts opérationnels, puisqu'on n'avait plus que 15% des créneaux laissés vides, laissés à l'abandon. Mais ça chamboule aussi l'organisation d'une entreprise. Là, qu'est-ce que ça va faire ? Ça va faire que les clients qui arrivent et qui sont en double, il va falloir s'en occuper. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il faut embaucher une hôtesse pour s'occuper du client que l'on va faire un petit peu attendre, ou bien qu'il faut acheter des petits snacks pour le faire attendre, ou bien que ça va peut-être aussi influer sur les scripts des conversations des commerciaux au téléphone. Donc, est-ce que justement ceux-ci vont être à l'aise avec le nouveau script ? Est-ce qu'ils vont savoir s'adapter à suivre un nouveau script qui amènerait à plus de rendez-vous honorés ? Donc, il faut savoir peser le pour et le contre d'un investissement aussi là-dedans. C'est-à-dire que l'utilisation de l'intelligence artificielle s'accompagne bien évidemment toujours d'un accompagnement métier, d'une expertise métier, et c'est là aussi où on peut vous accompagner dans cette mise en place là. Donc, alors, ce qui se passait, c'est qu'effectivement, dans notre cas, il y avait du coup plusieurs situations qui se présentaient. Donc, si deux personnes se présentaient ensemble, il y avait une sorte de mécontentement. Mais si finalement, on a quand même gagné en efficacité opérationnelle. Alors juste une petite anecdote là-dessus aussi, c'est que en intelligence artificielle, quand on fait parler les facteurs, donc tout à l'heure vous avez, alors je peux vous dire maintenant par rapport à tous les facteurs que vous avez cités, le premier facteur est le temps entre la prise de rendez-vous et le rendez-vous effectif. Donc je pense que une des personnes a cité ce facteur-là, c'est effectivement celui qui pèse le plus dans le fait d'honorer le rendez-vous. Alors le deuxième facteur, c'est effectivement la durée le trajet entre le domicile et le lieu du rendez-vous. Le troisième facteur est la météo. Donc voilà, la météo, il y a même des choses assez précises qu'on a regardées, donc la température ou bien le fait qu'il pleuve ou pas, etc. Et l'analyse de sentiments, bizarrement, arrive assez en arrière. C'est pas forcément ce qui joue le plus, ni même le sexe. Voilà. En revanche, il y a un résultat assez drôle qui est arrivé, c'est que un des facteurs qui jouait terriblement, même de façon presque déterministe, c'était la colonne enfant, ou donc savoir si la colonne enfant était remplie ou pas. Alors on se dit c'est fou, ça, on est capable de prédire avec une probabilité certaine si
le client va venir ou pas en fonction de si la colonne il a des enfants ou pas est remplie. Bon, ok. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que cette colonne, le commercial la remplissait au moment où la personne venait en rendez-vous. Donc c'était absolument déterministe. Voilà, mais donc c'est pour vous donner un exemple. Alors là, évidemment, on a pu le déterminer après, mais on était un petit peu étonnés quand on a vu les résultats. Et après, on a demandé au métier, mais comment ça se passe là? C'est quoi le processus? Quand ils nous ont expliqué ça, on a mieux compris. Mais ça donne un peu l'idée que il faut toujours prendre le recul du métier pour pouvoir analyser les résultats de l'algorithme et du résultat qui nous est fourni. Parce que sinon, on peut être aussi induit en erreur. Voilà. Alors c'est un retour d'expérience, moi, qui m'a beaucoup plu. Vous aussi? Oui. La promesse, en tout cas, elle était là. C'était la promesse que l'on fait en faisant rentrer des projets dans notre FastLab, et avec l'idée, comme je disais tout à l'heure, de dire qu'on fait en 13 semaines. C'est-à-dire que avec le maître mot dans le digital, c'est de dire qu'on a le droit de se tromper, mais il faut se tromper vite. En l'occurrence, il y a eu beaucoup de choses prédictives et de plans d'action qui ont été mis derrière, mais qu'on peut encore tuner et qu'on peut avancer et donc relancer 2-3 sprints après pour réétudier encore la data et puis pour adapter et puis pour créer de nouveaux plans d'action. Voilà la méthodo et le retour d'expérience concret qu'on voulait vous présenter comme ça. C'est le type de choses qu'on va faire. Alors Lise l'a dit aussi, au sein du FastLab éphémère qu'on a installé dans Room, là comme ça, il y a eu beaucoup de gens qui se sont préinscrits, donc n'hésitez pas à venir honorer vos rendez-vous. Avant de finir, comme on parle du FastLab, on a parlé de transformation digitale avant de tout ça, j'aimerais bien demander, s'il est d'accord, à Guy Mamouani de nous rejoindre sur place. Guy, vous le connaissez, il est coprésident du groupe Open, et dans le cadre de la transformation digitale d'Open, le FastLab, c'est quelque chose qui est au cœur de notre dispositif. Voilà, et donc on voulait te donner la parole à cette occasion. Oui, je vais dire juste 2 mots pour faire la conclusion de cette présentation. D'abord, il faut quand même que je félicite Lise et Manuel parce qu'ils ont parfaitement symbolisé l'agilité d'Open. Parce que là, vraiment, en quelques minutes se retourner pour faire cette présentation, vraiment bravo. Et je voudrais aussi souligner 2 points qui sont assez symbolisés, parce que vous savez, quand on parle de l'intelligence artificielle, il y a un point qui est très très préoccupant, c'est le biais masculin que cette intelligence artificielle est en train de prendre. Évidemment, s'il n'y a que des hommes qui font les algorithmes, vous imaginez bien que le monde qui va être construit avec ces algorithmes il va dupliquer ce qui existait déjà, et avec les défauts que ça représente. Et là, j'ai trouvé ça formidable que Lise exprime un exemple d'utilisation d'intelligence artificielle où on voit que, les femmes doivent s'engager pour avoir un monde un peu plus équilibré et divers. Deuxième point que j'ai retenu, et qui est très important à souligner actuellement, c'est que vous savez qu'il y a une sorte de tendance à noircir la transformation numérique des entreprises, de notre pays, du monde en général. Je fais référence par exemple aux œuvres du docteur Alexandre ou de Harari, où on voit vraiment que la perspective qui est offerte pour le futur grâce à l'utilisation de ces outils est assez noire. Or, vraiment, je tiens à dire qu'au moins, en tout cas, je ne suis pas en train de parler du 24e siècle, parce que là, évidemment, il s'en charge. Mais en tout cas, pour les 20 à 50 ans à venir, on a vraiment beaucoup de choses à faire avec la transformation numérique, avec les outils afférents, je pense à l'intelligence artificielle, mais aussi au big data, à la mobilité, à tous ces sujets-là, qui finalement vont donner de la productivité à nos entreprises, vont nous donner une capacité à être plus compétitifs, et évidemment dans un environnement mondialisé, et par conséquent, il faut s'en saisir, contrairement à ce que ces oiseaux de malheur nous prédisent, et il faut absolument, justement, investir massivement dans ces sujets-là. Je pense par exemple à ce qui concerne l'éducation, la formation. Oui, on nous prévoit peut-être que l'intelligence artificielle va remplacer les codeurs. Mais en attendant, moi, aujourd'hui, j'en ai besoin de 1000 pour Open, et puis la profession en a besoin de 20 000 chaque année. Donc, si vous voulez, ce sujet-là, je trouve que, avec l'exemple qu'on a eu de cette promotion immobilière, illustre bien que nous avons, en tout cas, un avenir à court terme. Quand je dis court terme, ça
dans le siècle à venir quand même, hein, ou allez, soyons pas trop péremptoires, dans les 20 ans à 30 ans à venir, où nous avons beaucoup de choses à faire grâce à ces sujets. Et c'est pour ça que j'ai trouvé que cette présentation l'illustrait très bien. Voilà, ben écoutez, merci encore. On a prévu une séance de questions-réponses. Bonjour, Olivier Delatte, je suis le DSI du groupe Amaris, enchanté. À quel point dans tous ces algorithmes, on ne pourrait pas intégrer, je pense à la programmation neurolinguistique, la PNL, l'analyse transactionnelle. Donc si je prends l'exemple de tout à l'heure, il y a ce qu'on appelle les critères de tri, qui est le tri par information, par personne, etc., qui sont des bons indicateurs en réalité pour jouer des algorithmes, à mon sens. Et donc, quand est-ce que ça démarre, ça ? Alors en fait, effectivement, je ne suis pas allée dans le détail, mais ce sont des choses que nous avons utilisées dans l'algorithme. Voilà, donc ça démarre en fait. Hein. Il y a déjà plusieurs choses qui sont. Enfin, nous en tout cas, on utilise chez Kinaps et Open ce genre d'algorithme. Il y a effectivement, c'est un sujet évidemment qui fait l'objet d'énormément de recherches, mais il y a déjà un certain nombre d'éléments qui sont en place là-dessus. Voilà, puis je suis d'accord avec vous. Je vais dans votre sens, en tout cas. Pardon, et ça veut dire qu'on doit recruter ? Oui, par exemple, nous avons chez Kinaps un expert IA NLP qui a fait, par exemple, une thèse exactement sur ce sujet-là. On recrute aussi, par exemple, des nouveaux diplômés en ce qu'on appelle les sciences cognitives. Donc, qui sont des ressources encore rares, mais il y a un certain nombre d'écoles qui se lancent sur le sujet. Et ces nouveaux ingénieurs, on va dire, ont souvent une double casquette avec à la fois des connaissances en sciences cognitives et aussi des capacités d'un développeur codeur et notamment des gens qui sont capables effectivement d'utiliser les algorithmes de NLP ou de mettre en place tous les intents d'un chatbot, etc., qui sont des compétences qui se développent de plus en plus sur le marché, même si elles sont encore rares. Et elles sont très présentes aux États-Unis et vraiment très très rares en France en réalité. Oui. Une main qui s'est élevée par là. Oui. Là, ici. Monsieur là. Oui, bonjour Olivier Nignol, groupe EDF. On peut voir aussi un certain nombre de risques d'écueils au niveau de ce type d'approche. On parle de PNL, de choses comme ça. Il y a un certain nombre de lois qui existent autour de la discrimination, de ce genre de choses, avec des conséquences pénales. Et donc à ce titre-là, comment vous gérez les aspects déontologie, éthique à travers vos interventions ? Et est-ce qu'il y a des moments où vous vous êtes dit non, on n'ira pas aussi loin et il y a eu débat ? Alors, on a toujours une réflexion sur les missions qu'on prend ou qu'on ne prend pas, donc en termes d'éthique. Jusqu'à présent, on n'a pas. C'est-à-dire que quand le problème s'est posé, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé aux clients d'anonymiser toute la base, c'est-à-dire effectivement, on refusait de prendre des bases sur lesquelles il pouvait y avoir une capacité à reconnaître, ne serait-ce que. Alors sur la NLP, par exemple, sur le sexe, ça ne s'est jamais présenté. Enfin, si c'est ça dont vous voulez parler. Pardon ? Ah, il est là-bas. Ah pardon, excusez-moi, je pensais qu'il était là-bas, je voyais quelqu'un avec un micro. Pardon. Je suis là. Voilà. Donc, en tout cas, jusqu'à présent, nous, ce qu'on a fait, c'est demander aux clients d'anonymiser ces bases pour être sûr de ne pas avoir à se confronter à ce genre de problème. Mais sur l'aspect, femmes-hommes, ça, on n'a pas encore eu le problème. Est-ce que c'est ça que vous évoquiez ? Potentiellement, on est en train de dire qu'on peut discriminer des gens d'une manière un peu plus précise, oui, en utilisant par exemple des méthodes de PNL qui ressemblent dans d'autres contextes à des méthodes d'influence, d'accord ?
Oh, oui. Je vois que le temps commence à... Voilà. Et donc, je suis là. Et Voilà, donc, ça y est. Ok, merci. oui, C'est pas facile, hein. Vous êtes dans l'ombre, là. oui, tout à fait. Je suis un homme de l'ombre. Et il y en a certains qui me connaissent. Et donc, à ce titre-là, bon, je comprends que vous anonymisez, mais c'est pas pour autant que vous exonérez vos clients de toute conséquence par rapport à la manière avec laquelle ils auraient discriminé des gens d'une manière un petit peu trop précise, qui serait pas en accord avec les textes réglementaires aujourd'hui, ou en tout cas dans un flou juridique. Et donc, qu'est-ce qui vous permet de vous dire il y a une limite et là je la dépasserai pas. On pourrait aussi se dire, par exemple, moi j'ai vu certains acteurs étrangers qui sont venus nous présenter ça. Si vous voulez, on peut vous faire une recherche et des analyses de ce type-là sur 80-90 millions de personnes. Ça, en France, c'est exclu. Et donc, je voudrais que vous réagissez, mais à ce titre-là, comment vous gérez la limite et quelles sont les discussions que vous pouvez avoir avec vos clients de manière à ce qu'eux-mêmes ne dépassent pas cette limite? Ouais, vous avez raison sur un point, et puis notamment avec ce qui va sortir, enfin très prochainement, où on est tous concernés avec tout ce que les RGPD qui rentrent dans le sujet que vous évoquez comme ça. Je vais vous donner une anecdote justement très concrète et comment on fait et comment on s'auto-censure, j'allais dire, nous-mêmes, avec notre service juridique qui vérifie ces choses-là. Je pense qu'on s'en souvient encore. Nous avions identifié, des fonctionnalités qu'on pouvait ressortir et de l'utilisation de certaines datas. Je ne vais pas rentrer dans le détail desquelles, mais de certaines datas. On a fait valider ça. C'était pas d'un point de vue éthique. Parce que les datas, à la limite, c'était plus des datas de type marketing, commerce, etc., pour pouvoir faire d'autres choses prédictives. Notre service juridique nous a retoqué nous-mêmes par rapport à ça, en disant, voilà, ça ne respecte pas un certain nombre de critères, notamment vis-à-vis de la convention RGPD derrière. Donc, on s'est auto-censuré à ce niveau-là. Donc, on fait, nous, à chaque fois, l'utilisation de data, on la fait passer par notre service juridique à ce niveau-là. Bonjour, Francisco, travaux.com. Au niveau du text-to-speech, je voulais savoir un peu quel type de logiciel vous avez utilisé et quel était le pourcentage de mots que vous arriviez à reconnaître. Alors là, je suis désolée, je vais prendre la carte Joker, car autant j'ai suivi j'ai suivi cette mission, autant je ne suis pas moi-même codeuse et data scientist, donc je ne pourrais pas vous répondre à cette question. Je vais vous donner quelques éléments quand même, parce que cette analyse sémantique, ça fait partie quand même de l'ADN d'Open aussi depuis de très nombreuses années, au travers des différentes choses qu'on a pu faire. Et on a développé nous-mêmes un propre moteur d'analyse sémantique, d'accord. Et aujourd'hui, pour rien vous cacher, on regarde aussi avec Watson, avec IBM, pour voir comment est-ce qu'on peut enrichir encore par rapport au moteur d'analyse sémantique qu'on a fait nous-mêmes. Et c'est pour ça, et ça rejoint la question de tout à l'heure, on a ce qu'on appelle dans nos équipes des linguistes aussi, pour travailler avec ces moteurs. Oui, bonjour Monsieur Rakotomavo du groupe La Poste. Pouvez-vous préciser le gain quand vous passez de 30 à 15%? Qu'est-ce que ça veut dire en termes de gain? C'est présence, voilà. C'est-à-dire que il y avait un certain nombre de créneaux, de rendez-vous. Avant qu'on intervienne, il y avait 30% des créneaux de rendez-vous sur lesquels finalement les gens ne se présentaient pas. Et à l'issue de notre intervention et à l'issue de la réorganisation en termes de surbooking, c'est-à-dire que dès qu'on identifiait qu'une conversation téléphonique allait sans doute amener à un rendez-vous non honoré, donc on plaçait 2 rendez-vous en même temps, du coup, ça remplissait un peu plus les créneaux. Et après notre intervention et cette réorganisation, finalement, le commercial se retrouvait démuni, sans rendez-vous, sans personne qui se présente, seulement 15% sur 15% de ces créneaux. C'est-à-dire que sur les 15 autres de créneaux qu'on avait réussi à remplir, entre guillemets, on avait soit une personne sur les 2, donc on avait surbooké qui se présentait, soit avoir les 2 personnes. Alors, je vais peut-être préciser ma question. Ça veut dire, est-ce que vous assistiez lors de la prise de rendez-vous, la programmation du rendez-vous,
au niveau de l'heure, ou c'était simplement dans la conversation, ils se parlaient entre eux, ils se convenaient d'une décision. Oui. En fait, est-ce que vous étiez dans la planification ou pas? Dans l'assistance de la planification, ou vous étiez simplement dans l'analyse a posteriori pour scorer? Non, c'était a posteriori, par exemple, sur la journée, on prenait toutes les conversations qui avaient été faites, et là, effectivement, on donnait les probabilités de lapin ou pas. Et après, c'était à eux de faire la planification, sachant que, comme je le disais, ce qu'on conseillait, c'est de surbooker dès que une conversation nous laissait croire que la personne qui aurait 30% de chance d'un lapin. C'est-à-dire c'est même moins que 50%. Dès qu'il y avait l'ombre d'un doute sur le fait qu'il y aurait un lapin, alors on conseillait de surbooker. On va prendre une dernière question. Bonjour, une question sur l'accompagnement de votre client. Quand vous citez le nom de lapin, la personne qui va acheter un appartement n'a pas du tout envie de se retrouver comme un lapin dans une cage à pondre et à se reproduire. Les procédés que vous mettez en place génèrent des inquiétudes qu'on a entendues. Il y a une réponse réglementaire à ça. Est-ce que vous accompagnez la transformation digitale de votre client jusqu'à la communication? Si moi, j'achète un appartement, je veux savoir ce que vous faites de mes données à caractère personnel, je veux pouvoir opter in ou out, je veux pouvoir éventuellement les récupérer. Donc, la transformation, les analystes, les data scientists, on y croit dur comme fer. Je pense que le commentaire sur les oiseaux de malheur, il est vraiment intéressant, il est bien placé, puisqu'on n'est qu'au début de l'IA. Mais après, le client de votre client, il peut avoir une inquiétude légitime et se dire, finalement, je préfère la méthode de vente manuelle à l'ancienne, au cul de la vache. Donc, est-ce que vous savez rassurer le client de votre client, expliquer ce que vous faites, accompagner en communication? Alors là-dessus, effectivement, oui. Ce qui avait été fait, c'est que on prévenait, bien évidemment, enfin on demandait en tout cas au commercial dans son script de prévenir et enfin de demander si le client était d'accord pour que la conversation soit enregistrée et qui plus est utilisée dans une étude de data science. Effectivement, c'était demandé au début de la conversation. Voilà. Après, vous avez mentionné autre chose, c'était accompagner sur accompagner la transformation digitale puisque oui, du promoteur immobilier qui va avoir des méthodes un peu nouvelles de vente, faut le dire. Oui, tout à fait. Donc ça, je peux peut-être te laisser répondre par rapport au Fast Lab, mais Oui, c'est ça. C'est-à-dire que au-delà, on a évoqué le Fast Lab d'un point de vue très concret, ce qu'on en fait, ce que vous dites au niveau de l'analyse et autres. Ce qu'il faut savoir, c'est chez Kinaps, comme on l'a cité plusieurs fois, mais globalement chez Open, on a justement toutes ces facettes qui permettent d'accompagner la stratégie globale, la transformation de nos clients. Donc on les prend aussi bien en amont pour définir cette stratégie, la mettre en œuvre telle qu'on a fait comme ça, et les accompagner. C'est fait aussi au travers de notre agence de gestion de contenu comme la NetSquad, qui permet justement aussi d'accompagner la transformation que l'on met en œuvre. Donc on va pas avoir le temps là de tout, on pourrait en reparler sur notre stand si vous le souhaitez, mais globalement oui, on accompagne nos clients comme ça. Merci à vous.